Donc, l'idée là de mes propos pendant cette vingtaine de minutes, c'est effectivement de pouvoir peut-être apporter un éclairage qui est un peu méconnu sur les proches et sur la stigmatisation par association, c'est-à-dire finalement cette espèce de contagiosité de la stigmatisation. Enfin, voilà, il a déjà été bien abordé la question de la stigmatisation et de l'autostigmatisation pour les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire. Et on sait finalement que les proches sont aussi touchés par ces problématiques de stigmatisation. Je vous laisse peut-être passer la dia. Voilà, donc c'est un phénomène qui a été décrit pour la première fois en 1994, donc il y a un petit moment maintenant, mais il n'y avait pas tellement de recherche ou de littérature. Et puis là, depuis à peu près 5 ans, enfin une petite dizaine d'années en tout cas, on voit de plus en plus d'émergence de recherche autour de cette problématique. Donc finalement, quand on parle de stigma par association, ça signifie que la stigmatisation de la maladie mentale, enfin d'un trouble psychique, affecte non seulement les personnes qui souffrent de ce trouble, mais aussi les membres de leur famille, ou quand on parle de famille, enfin, ou de proches au sens large, et que c'est ce phénomène vraiment de contagiosité du stigma qui est appelé stigmatisation par association. Et puis, dans une étude qualitative, donc de nouveau à base d'interviews qui avait été menée en 2014, les chercheurs demandaient aux participants dans quelle mesure ils se sentaient comme ça stigmatisés. Et puis on voit qu'il y avait 74% des gens qui s'étaient sentis stigmatisés à cause de la maladie de leurs proches. Donc on voit vraiment cet effet ricochet du stigma. Avec plusieurs jugements qui étaient accolés. Alors bien sûr que c'est pas du tout l'idée, tu vas être imprévisible, tu n'es pas fiable, etc. Mais on retombe sur des préjugés, des idées préconçues du type soit les gens sont pas pris au sérieux, avec un effet de grande banalisation autour du trouble bipolaire, qui peut être un peu médié notamment par la surmédiatisation actuelle, qui a des bons côtés. C'est toujours bien de parler des troubles dans les médias et auprès du grand public. Et en même temps, on voit parfois l'idée que la bipolarité serait une maladie un peu à la mode et finalement peut-être pas si grave. Donc ça, c'est un des effets peut-être un peu à double tranchant de la surmédiatisation. Le sentiment, en tout cas, aussi que peuvent avoir les proches d'être évités ou d'être exclus ou d'être eux-mêmes perçus un peu comme étranges. Et là, on voit aussi voilà, quelque chose au niveau des représentations sociales. Quand un patient est perçu comme étrange, le proche lui-même devient perçu comme étrange. Et puis voilà, d'autres stigmatisations qu'on peut avoir, si vous pouviez juste me remettre le tableau, notamment avec des injonctions. Ça, c'est quelque chose dont les proches souffrent beaucoup, avec l'idée qu'on leur dit mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ou t'es trop protecteur, ou lâche-le, enfin voilà, avec cette espèce d'injonctions souvent assez jugeantes, avec l'impression qu'ils sont aussi coupables ou responsables, ou à l'autre bout du spectre, qui peuvent devenir un objet de pitié. Mon pauvre, ma pauvre, avec ta fille, avec ton fils, avec ton mari, etc. Et ça aussi, ça c'est vécu comme un stigmate par association. Hop, alors, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, juste quelques chiffres au niveau épidémiologique. Moi, j'avoue que ça m'a bluffé quand j'ai vu ces papiers, puisqu'on estime qu'il y a 75% des proches de personnes qui vivent avec un trouble psychique qui se sentent stigmatisées. Donc, et de nouveau, avec le même commentaire que tout à l'heure pour l'autostigmatisation, probablement des chiffres qui sont un peu sous-estimés, puisque des gens, des fois, peuvent répondre non, tout simplement parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils vivent et de ce qui se passe. Donc, on voit en tout cas que ça concerne une très, très grande majorité des proches. De nouveau, mais encore une fois, c'est parce que le domaine de la psychose a probablement quelques longueurs d'avance par rapport au domaine des troubles de l'humeur au sens large, donc troubles bipolaires, unipolaires. Les proches de personnes qui souffriraient de schizophrénie seraient auraient une tendance plus grande à se sentir stigmatisés. Mais bon, voilà, l'idée, c'est pas non plus de mettre en concurrence les différentes maladies. Et voilà, chacun a son parcours, chacun a son fardeau et chacun a aussi ses aspects positifs. Et puis de nouveau, de même que l'autostigmatisation des patients était totalement indépendant
de leur état thymique et que les gens continuaient à s'autostigmatiser, y compris alors qu'ils étaient stables depuis plusieurs années, le stigma par association des proches est également indépendant de l'état thymique du patient. Alors on imagine que voilà, quand il y a eu un épisode maniaque, très bruyant, très flamboyant, avec l'intervention de l'ambulance, des forces de police, etc., à domicile devant les voisins, que c'est des situations qui sont compliquées à gérer et qui peuvent être parfois honteuses. De même, quand, voilà, pour un état dépressif chronique, sévère. Mais de nouveau, au-delà de ces moments de décompensation, la sensation d'être stigmatisé par la société à cause de la maladie du proche persiste, y compris quand le proche souffrant va bien, est stable, et y compris à des moments où la maladie fait moins de bruit, finalement. Donc de nouveau, c'est quelque chose comme ça qui colle un peu à la peau des proches. Et avec cette idée un peu de vivre avec, mais sans toujours bien savoir comment faire. Alors, si je pouvais avoir la dia suivante. Merci beaucoup. Ça, c'est un papier qui est sorti tout récemment, en 2020, où les gens, les chercheurs se demandaient un petit peu finalement, mais est-ce que, en fonction de la manière dont on se représente la maladie de son proche, est-ce qu'on se stigmatise plus ou moins ? Avec ce qui sous-tend en fait le projet de cette recherche, de se dire, mais finalement, si on pouvait discuter avec les proches et peut-être expliquer un peu aux proches et comprendre un peu les représentations des proches sur pourquoi il y a cette maladie, on arriverait peut-être à rendre un peu plus fluide et en tout cas à ce qu'il y ait moins de rigidité par rapport à ce vécu stigmatisant. Quand on demandait aux proches finalement, selon eux, à quoi était due la maladie de la personne souffrante dans la famille, la très très grande majorité des proches lui donnaient une attribution psychosociale. Il y a eu des stress dans l'enfance, des traumatismes, des deuils, etc. Donc quelque chose lié à un environnement défavorable. Plus d'un quart des personnes ont une représentation biologique de la maladie, des désordres ou des déséquilibres au niveau des neurotransmetteurs, une transmission au niveau génétique, etc. Quelques personnes ont une attribution surnaturelle, ça serait voilà, quelque chose voulu par Dieu, ça aurait une signification particulière, un sens, etc. Ça dépend un peu des cultures et puis des croyances de chacun. Et puis une minorité de personnes pensent que c'est lié à l'usage de drogues ou de substances toxiques ou illicites. Et puis on voit que la majorité des personnes, au moins 50% en tout cas, rapportent au moins 2 attributions. C'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, moi je sais que la maladie, ou je pense que la maladie de mon conjoint, de mon fils, ma fille, mon père, etc., est peut-être liée à la fois à des causes biologiques, une hérédité, etc., plus des gros facteurs de stress dans l'enfance, il a été harcelé à l'école, enfin bref. Voilà, donc chacun a un peu comme ça une manière de se représenter le pourquoi de la maladie et la causalité de la maladie. Et puis, globalement, il n'y a pas tellement de corrélation entre le sens et la cause qu'on donne à la maladie et l'autostigmatisation, sauf pour l'attribution aux substances. C'est-à-dire que quand les gens pensent que c'est lié, que la maladie de leurs proches est liée à la drogue, alors ils vont eux-mêmes tendance à avoir une plus grande stigmatisation. De nouveau, probablement parce que voilà, l'usage des drogues, des substances est aussi fortement stigmatisé, indépendamment de la maladie en elle-même, et que ça rajoute comme ça du poids. Mais c'est intéressant d'explorer, de même qu'on explore cette question-là avec les patients, selon vous, enfin voilà, comment vous vous représentez ce qui vous arrive et à quoi c'est dû et quelle attribution vous donnez à votre maladie. C'est intéressant d'en discuter aussi avec les proches. Hop, si je pouvais avoir la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, on a vu que pour les patients, les conséquences de l'autostigmatisation étaient importantes en termes de qualité de vie et même au-delà, en termes de projet de vie, avec des gens qui peuvent vraiment se mettre un peu en retrait comme ça de leur propre vie à cause de l'image qui se font d'eux-mêmes et de la maladie. Pour les proches, la conséquence du stigma par association est également importante, de nouveau en termes d'isolement, de retrait social et de baisse de qualité de vie, avec des gens qui se sentent un peu honteux ou pas à l'aise avec la maladie de leurs proches. Il y a aussi beaucoup de stress, d'anxiété, d'épuisement, voire même de dépression. Pendant les phases de décompensation, on sait très bien que c'est des moments extrêmement difficiles à vivre pour les proches. Et puis même quand la personne va bien, il y a quand même beaucoup de questions sur mais comment il va s'en sortir, comment il va mener sa vie, est-ce qu'il
est-ce qu'il va guérir, ou en tout cas, est-ce qu'il va être stabilisé? Et puis, est-ce qu'il va être heureux? Est-ce qu'il va être épanoui? Voilà. Et puis, à certains moments, il y a des proches qui évoquent des idées suicidaires quand les choses deviennent trop lourdes à porter. Et puis là, je vous ai mis 2 points d'un papier qui date un peu, mais les chiffres m'ont... J'ai pas retrouvé d'article plus récent qui avait pu éventuellement répliquer ces chiffres-là. En tout cas, ça a été fait auprès d'une grande cohorte de proches. Et j'ai trouvé ça assez alarmant, puisque finalement, 21% des proches, à un moment, ont pu penser qu'il aurait été mieux que le patient ne soit jamais né, notamment quand on est parent et qu'on a un enfant qui souffre d'un trouble bipolaire, ou quand c'est un conjoint qui souffre, finalement, ça aurait été mieux si on n'avait jamais rencontré le patient, la personne malade. Et puis, 18% des proches, ont pensé qu'à un moment, c'était tellement compliqué, tellement dur de subir comme ça la maladie bipolaire de la personne malade, que finalement, ça aurait été plus simple et ça serait mieux si la personne était morte. Alors, on n'est pas du tout dans dans l'intentionnalité, etc. Hein. C'est vraiment des idées qui peuvent émerger comme ça. De temps en temps, on a tous des idées qui peuvent arriver de manière un peu ponctuelle et agressive. Mais voilà, ça dit en tout cas quelque chose du désarroi des proches et des relations intrafamiliales qui peuvent être aussi fortement abîmées à cause de la maladie et à cause de ce vécu stigmatisant qui du coup est difficile à partager avec d'autres. Hop, je veux bien la dia suivante, s'il vous plaît. Merci. Et puis de nouveau, de même que on avait mené des interviews auprès des patients pour l'autostigmatisation, on a mené avec les collègues de l'équipe de l'unité des interviews auprès de proches. Alors dans l'unité, on a un groupe pour les proches, donc il y a quelques personnes qui participent au groupe qui ont accepté de participer à cette étude. Et puis sinon, on a demandé aux patients s'ils étaient d'accord que leurs proches éventuellement participent aussi à cette étude. Et puis du coup, voilà, on a pu comme ça recruter quelques personnes par ces deux biais-là, et par le groupe de proches et par les patients eux-mêmes, justement avec de nouveau le questionnement autour de ce stigma par association, et avec l'idée de se dire, mais est-ce que c'est quelque chose d'un peu figé, ou comment les gens se débrouillent avec ce stigma par association, et est-ce que le vécu est un peu différent? On parle toujours des proches, mais est-ce que le vécu est un peu différent selon qu'on soit un conjoint, selon qu'on soit un parent, selon qu'on appartienne à la fratrie? Donc voilà, on s'est un peu questionné par rapport à ça. Et puis alors, je vous laisse peut-être m'afficher la diapositive suivante. Voilà, et puis de nouveau, et ça je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que même si les choses sont douloureuses à un moment donné, comme pour l'autostigmatisation, vous voyez comme ça qu'il y avait un processus vers quelque chose de positif et d'une acceptation mais ancrée et positive. On voit aussi qu'avec le stigmate par association, pour les proches, il y a aussi cette idée de processus et de cheminement vers quelque chose en tout cas de plus apaisé, et je crois que Pierre pourra en témoigner directement. Il y avait à nouveau 5 grands thèmes qui se dégageaient de ces interviews. De manière un peu similaire aux proches, il y avait la question du langage, avec quelque chose de très tabou. Il y avait une mère de famille, qui nous avait dit, par exemple, bon bah voilà, si on nous avait dit que notre fille avait un cancer, on aurait pu le dire à tout le monde, et puis on sait que toute la famille se serait mobilisée, on aurait eu beaucoup de soutien, etc. Là, le trouble bipolaire, on peut le dire à personne. Donc voilà, l'idée du tabou et de la honte. Et puis de nouveau, au bout du processus, avec les enjeux de la divulgation, à qui on le dit, etc., finalement jusqu'au dialogue, avec l'idée de pouvoir, je sais que ton fils, que ton père a un trouble bipolaire, moi j'ai appris qu'une de mes cousines aussi probablement a un trouble bipolaire, mais est-ce que tu peux me dire comment vous gérez? Enfin voilà, que ça devienne finalement quelque chose d'ouvert. Et puis avec les enjeux de divulgation qui sont assez spécifiques quand on est proche, parce que ce que nous disaient tous les proches, et ce que nous disent aussi les patients, c'est que oui, on peut témoigner qu'un de ses proches a un trouble bipolaire avec l'accord de la personne qui souffre. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous disent non, moi, j'en parle pas parce que mon fils, ma fille ne voulaient pas en parler. Et puis, à l'inverse, quand mon fils, ma fille a pu en parler à quelques personnes, moi, je me suis aussi sentie autorisée. Donc, en tout cas, ça, c'est des choses qui sont discutées entre le proche et la personne qui souffre. Après, il y avait beaucoup de questionnements autour de l'identité, en disant, mais finalement, qui est mon proche?
dans les cris, je reconnais plus la personne que j'ai épousée, la personne, enfin voilà, qu'est-ce qui appartient à la maladie? Ça, c'est aussi des questions que se posent les patients, hein. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à la maladie? Les proches se posent aussi beaucoup ces questions. Et puis jusqu'à voilà, à arriver sur une identité de nouveau plus affirmée en disant bah voilà, je suis la mère d'un garçon, d'une fille avec un trouble bipolaire, mais je suis aussi telle et telle personne, et le trouble bipolaire ne contamine pas toute mon identité. Après, il y avait tout un panel qui était évoqué autour des émotions assez fortes, avec au départ beaucoup de la peur et la honte et la solitude, hein, avec les proches ont pu dire à certains moments qu'ils ont eu peur de la personne malade. Et puis, avec en bout de processus, une certaine fierté, même beaucoup de fierté, et ça s'est ressorti dans beaucoup d'interviews, avec une grande admiration par rapport à ce que la personne qui souffre est capable de faire malgré la maladie. Et les proches sont un peu en première ligne aussi pour voir les difficultés qu'engendre la maladie. Et souvent, il y a beaucoup de fierté, voilà, avec des enfants qui finalement ont pu réussir malgré tout, les parents qui ont réussi malgré tout, les frères, les sœurs. Donc voilà, beaucoup de fierté, d'émotion et d'admiration. Après, les personnes évoquaient aussi la réaction des autres, où là, c'était un peu plus compliqué, où on passait du rejet ou de l'aversion ou de la mise à distance, hein, quand ils évoquaient le trouble bipolaire chez un de leurs proches, jusqu'à ces fameuses injonctions assez désagréables, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, mais tu devrais partir, quand c'est un conjoint, une conjointe qui est malade, mais pourquoi tu le largues pas, tu pourrais trouver mieux, enfin voilà, des choses bien, vous imaginez, toujours très agréables et soutenantes et constructives, à cette fameuse banalisation dont je parlais tout à l'heure, et puis jusqu'à finalement apporter un support actif et constructif, hein, avec une conjointe qui, par exemple, nous disait, mais finalement, moi j'ai certains proches, certains amis, ils sont là pour moi, pour les bons moments, pour les pas si bons. Et puis, c'est pas eux qui vont me donner des conseils, me dire il y a qu'à faut que, etc. Mais par contre, ils vont juste me dire bah, voilà, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? T'as besoin de quoi? Actuellement, qu'est-ce qu'il faudrait pour toi? Et puis après, il y avait la question de comment on gère la maladie de son proche, quelle place on a dans cette gestion de la maladie, avec voilà, des participants qui nous disaient qu'au départ, ils étaient dans une espèce de recherche comme ça, un peu compulsive d'informations. Alors, les médias, Internet, etc., le permettent d'autant plus que beaucoup d'informations est désormais accessible facilement au plus grand nombre. Et puis, il y avait tout un parcours, avec notamment aussi quelques étapes autour de l'hypercontrôle ou de l'hypervigilance. Hein. Est-ce que tu as bien pris tes médicaments? Est-ce que tu as été voir ton psychiatre? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es sûr que ça va? Tu es sûr que tu n'es pas trop comme ci, comme ça? Enfin, voilà. Et puis, avec finalement une distanciation et un peu un lâcher-prise, jusqu'à la possibilité de temporiser, de se dire, bah voilà, mon proche a sa vie, ses soins, sa prise en charge, et moi je suis là, et je suis là si nécessaire, mais je continue aussi à me construire et à avancer sans être tout le temps soit dans la distanciation et dans la rupture, ou soit dans l'hyper-contrôle et l'hyper-inquiétude. Et puis, hop, je vous laisse passer la dia suivante. Ce qui était intéressant, alors on n'avait malheureusement pas d'enfants, on avait simplement en termes de rôle des parents, des conjoints ou des fratries. Et ce qu'on voyait, c'est que les gens ne se questionnent pas tout à fait de la même manière quant à leur place auprès de la malade ou du malade dans le trouble bipolaire, ou quant à leur rôle. Et du coup, les réponses apportées ne sont pas non plus tout à fait les mêmes. On voit que les parents se questionnent beaucoup quant à la responsabilité qu'ils ont par rapport à leur enfant, que ce soit une responsabilité au niveau génétique et héréditaire, hein, surtout quand dans certaines familles, voilà, on sait qu'il y a déjà des antécédents de troubles bipolaires, voilà, quelle responsabilité on a quand on a éventuellement transmis le trouble ou pas. Enfin, et de nouveau, là, on a des questions de représentation et d'attribution, puisque le trouble ne se transmet pas à 100% et que les choses au niveau génétique sont bien plus compliquées. Et puis, une manière de répondre à ça, c'est finalement l'acceptation, mais de nouveau une acceptation positive et pas quelque chose de subi ou de soumis. Mais c'est comme ça, malheureusement, on n'y peut rien, on doit faire avec. Et puis, voilà, comment on continue à jouer son rôle de parent, pardon, auprès de la personne, auprès du patient, sans se tomber dans cette responsabilité culpabilisante, mais avoir une responsabilité constructive et d'être là pour son enfant.
Le conjoint, lui, il se questionne un peu différemment. Autant un parent, en général, il y a des histoires familiales qui sont dramatiques où des fois, effectivement, les parents coupent. Hein, et on a certains patients qui, malheureusement, n'ont plus de contact avec leur famille. Et la plupart du temps, c'est heureusement pas le cas. Pour les conjoints, en revanche, c'est un peu un autre type de question, puisque eux ont la possibilité de partir. Hein, et on sait que chez les gens qui souffrent d'un trouble bipolaire, beaucoup sont célibataires ou divorcés. Hein. Il y a un taux très important, beaucoup plus important qu'en population générale. Et se pose alors la question du choix. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Et finalement, quand les gens décident de rester, puisque en l'occurrence, nous, c'était le cas, c'était des conjoints toujours actifs, j'ai envie de dire. Donc quand les gens décident de rester, c'est clairement un positionnement très affirmé, de rester en dépit du trouble bipolaire. Il y a même certains conjoints qui me disent « mais je reste grâce au trouble bipolaire », avec les aspects un peu plus positifs du trouble bipolaire. Et il y en a aussi, même si on n'a pas l'occasion de les évoquer ce matin, mais Frédéric en a un petit peu parlé dans son témoignage. Mais voilà, quelque chose d'un positionnement affirmé et renouvelé de rester et de pas de partir. Et puis pour la fratrie, les choses sont peut-être un peu plus difficiles. Eux, ils le voient vraiment comme une charge et comme quelque chose qu'ils subissent, où ils n'ont pas grand-chose à voir dans tout ça. Ça leur est imposé. Avec l'idée, surtout quand la personne qui a débuté un trouble bipolaire était adolescent ou jeune adulte, souvent il y a eu un impact sur la fratrie avec l'idée que les parents étaient peut-être moins disponibles pour le restant de la fratrie et tout entier dévoué à la personne qui souffrait, etc. Donc il y a eu beaucoup de voilà, il y a parfois un peu de rancœur ou un peu de colère. En tout cas, il y a des choses un peu à rediscuter et à réajuster quant à la place de la fratrie. Et puis finalement, la plupart des frères et sœurs qu'on a rencontrés avaient un rôle un peu de médiation. C'est-à-dire qu'ils se retirent un petit peu, ils ne sont pas en première ligne pour les prises en charge, pour l'accompagnement du proche, etc. Ils gardent les bons côtés, et puis dans des moments un peu plus compliqués ou quand il y a des problématiques avec les parents ou des situations un peu plus conflictuelles, surtout avec les parents, c'est là où du coup ils vont essayer de jouer un rôle de médiateur et de nuancer et d'atténuer un peu la difficulté de certaines situations. Et puis enfin, les participants se sont exprimés par rapport à leurs besoins, de quoi ils auraient besoin. Et finalement, en fonction des différents thèmes qu'ils avaient évoqués, ils ont fait émerger des besoins, somme toute, assez logiques, mais on voit qu'il y a encore pas mal de travail. Donc sur toute la question du langage, hein, et notamment cette idée du tabou, de dire qu'on a un proche qui souffre d'un trouble bipolaire, il y avait vraiment l'idée de continuer à informer le grand public. Et c'est vrai que des manifestations et des journées comme aujourd'hui sont essentielles dans ce sens-là. Sur la question de gérer la maladie et comment on fait pour gérer au mieux la maladie de son proche, sans être dans l'hyper-contrôle, dans l'hyper-vigilance, mais en étant quand même présente de manière constructive, mais sans être trop intrusif. Enfin, voilà. Il y avait l'idée, malgré tout, de pouvoir construire un partenariat un peu plus actif dans les soins. Alors, bien sûr, en accord avec le patient, hein, mais voilà, que les proches, en tout cas, soient considérés. Et considérés pas uniquement pour les urgences, ou quand tout d'un coup, quand rien ne va plus que là, qu'on appelle le proche, ou on fait un réseau, voilà, mais soient considérés aussi quand les choses vont bien, et qu'on puisse construire quelque chose sur du long terme. Après, sur toutes les questions d'émotion et d'identité, il y a pas mal de proches. Alors ça, c'est peut-être un biais en Suisse où l'accès à la psychothérapie est relativement facilité, mais beaucoup de proches exprimaient qu'ils avaient eux-mêmes fait à un moment un travail personnel psychothérapeutique justement sur la question un peu, mais eux, qui sont dans tout ça, comment ils gèrent leurs émotions. Il y a aussi quelques prises en charge familiales ou conjugales spécifiques en psychothérapie qui ont été évoquées. Et puis après, par rapport à la réaction des autres, beaucoup de proches exprimaient aussi le besoin, alors ça, je ne sais pas si ça existe en France, en Suisse, ce n'est pas le cas, en tout cas pas en Suisse romande, sur la nécessité d'avoir des structures d'accueil, dans le sens où des fois les proches ont besoin de souffler et ne savent pas forcément où aller. Alors il y a des amis ou la famille qui peuvent les accueillir quelques jours, quelques nuits. L'hôtel, c'est très impersonnel, ça coûte cher, ce n'est pas l'idéal, et qu'ils auraient besoin d'avoir des structures juste pour un peu souffler, parfois. Et puis, ils expriment aussi des fois le besoin d'avoir des structures pour leurs proches qui souffrent d'un trouble bipolaire, pour le patient. Une structure qui ne serait pas l'hôpital, mais aussi où la personne pourrait, je pense notamment à un couple qui vit avec sa fille et qui n'ose pas partir en vacances pour ne pas laisser sa fille qui souffre d'un trouble bipolaire seule, et dire que voilà, s'ils pouvaient confier leur fille quelques jours sans qu'elle soit hospitalisée, mais être un peu soutenue et étayée quelques jours, ça leur permettrait eux-mêmes de souffler.
Donc, il y aurait probablement quelque chose à faire par rapport à ça. Et puis, les structures de soutien, et ça, je crois qu'Emmanuel en parlera, c'est toute la question aussi des groupes de soutien pour les proches, et puis des groupes de soutien aussi pour les patients, hein, médiés par les pères aidants. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un petit peu les différents besoins que pouvaient exprimer les proches. Et puis, donc, finalement, pour conclure, on voit bien que le stigmate par association, on en parle peu, probablement encore moins que l'autostigmatisation des personnes. Mais il y a des conséquences personnelles qui sont très difficiles, des conséquences intrafamiliales aussi qui sont parfois très très difficiles. Hein, et on voit quand même des patients, voilà, avec des parcours familiaux qui n'ont pas été un long fleuve tranquille, mais finalement les choses progressent et des personnes, et je pense que Pierre en témoignera, voilà, peuvent cheminer pour finalement avoir un positionnement plus affirmé et aussi plus apaisé, où chacun retrouve une juste place dans la famille, dans la fratrie, dans le couple. Et encore une fois, avec un trouble bipolaire, oui, qui était là, oui, qui a pu secouer profondément les différents membres de la famille, les différents proches, mais où finalement les choses peuvent se reconstruire de manière plus solide et apaisée. Et puis, je crois qu'il y a encore quand même beaucoup de travail à faire pour répondre un peu aux besoins spécifiques des proches, encore une fois, toujours dans l'intérêt aussi du patient et en bonne coordination aussi avec les soins du patient. Hein. L'idée, c'est qu'on aille tous dans la même direction.